Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Toujours avec mes deux invités, Marcel Agbessinou et Akleso Esson. Avant la pause, nous étions donc en train d'analyser l'actualité sur le Niger et la libération à titre humanitaire, selon le communiqué du fils de Mohamed Bazoum, Salem Bazoum, âgé de 23 ans, remis en liberté lundi. Après sa remise en liberté par le tribunal militaire de Niamey, le fils du chef de l'État renversé a été remis au ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Ainsi, Salem est désormais dans la capitale togolaise. Akleso Esson, vous aviez la parole et on évoquait donc cette libération que vous attribuez donc aux efforts de la CEDEAO. Oui, je disais que juste après le compte, le Togo fait partie de la CEDEAO et notre président a une voix délibérative à la CEDEAO. D'ailleurs, même je pense que c'est par rapport à ces conseils que la CEDEAO a su soit l'idée d'attaquer le Niger. Donc, si le mérite revient, je pense que ça va également au niveau de la CEDEAO. Seulement, ce que je voulais dire, nos chefs d'État ont cette idée, que ce soit pour ces consorts-là, quand ils veulent incriminer quelqu'un, quand ils évoquent contre la sûreté de l'État, là, c'est pour dire que la personne ne peut pas sortir, quelle que soit la raison. C'est là où je pense que les gens essaient de féliciter le président Faure, parce que quand ils évoquent, n'importe quel président en Afrique évoque ça, c'est que tu vas directement en prison. Le cas de notre fameux Katanga, je pense que c'est atteinte contre la sûreté de l'État aussi qui l'a mené en prison. C'est ça, vous dire que tu veux faire coup d'État. Donc, si on est en train d'évoquer ces de chefs d'accusation, c'est pour dire que Salem Bazoum aurait l'intention ou aurait voulu tenter un coup d'État. Donc c'est tenter un coup d'État. Donc c'est pour ça que je dis que l'accusation est grave. Et quand on le sort de griffes de Tiani, donc c'est pour dire que il a été sauvé in extremis. C'est pour ça que les gens disent que, je pense que Moko de Bateau dit qu'il a été sauvé comme s'il était en danger. Parce que, à part cela, la famille Bazoum n'était en aucun cas en danger au Niger. Même au moment où les supputations entre CEDEAO et Niger étaient à son comble, on n'a jamais essayé quand même d'emprisonner un membre de la famille de Bazoum. Lui-même, il était en résidence surveillée et non en prison. Donc, je pense que c'est bon que les situations soient détendues ainsi, mais qu'on n'en fasse pas de trop pour dire que c'est peut-être parce que le Moko de Roto vient le dire qu'on aimerait aussi voir le président libérer lui-même les opposants qui sont en prison au Togo aussi. Donc ça montrerait que le président a vraiment une largesse envers les détenus, et surtout politiques. Est-ce qu'il y a encore des opposants en prison? Ceux qu'on avait enfermés sous le vocable des gens qui ont brûlé le marché, tous ne sont pas libérés. Et les éléments de Tikpi, tous ils ne sont pas libérés également. Il y a un côté de l'ANC aussi qu'on n'a pas totalement dit. C'est pourquoi à chaque fois, les femmes veulent dessus. Donc, il faudrait qu'on arrive à un moment où, je pense que Lula a dit un jour, que le Togo doit arriver à un niveau où il n'y aurait plus de détenus politiques au Togo. C'est là où on peut féliciter, à proprement parler, la diplomatie togolaise. D'accord. Alors, ici, on a un Salem Bazoum à Lomé. Et on dit qu'on est allé le sauver, si on l'entend ainsi. Est-ce que ce petit garçon de 23 ans n'est pas plus heureux avec ses parents que dans un pays qu'il ne connaît pas? Effectivement, mais ses parents sont en danger. Parce que Bazoum... Quel danger? Le président Bazoum, aujourd'hui, quoi qu'on dise... C'est un ancien président. C'est un ancien président qui est en résidence surveillée. C'est dangereux, ça? Dont les chefs d'accusation sont très graves. Mais s'il a fait quelque chose, il doit répondre. Hein, mais ce que je dis, laissez-moi terminer ma logique, que les chefs d'accusation aujourd'hui contre Bazoum, il y a un chef d'accusation qui stipule qu'il y a la haute trahison. Incriminant Bazoum qui a fait la haute trahison. Quiconque qui a fait la haute trahison est assimilable à la coup d'État ou bien atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, Bazoum, il n'est pas totalement libre. Oui, raison pour laquelle... Est-ce que vous pensez que Bazoum doit être libre de ses mouvements si les faits dont il est accusé sont avérés? Voilà, les faits dont il est accusé, jusqu'à ce jour, sont des
comment nous appelons, des présomptions d'innocence. Jusqu'à ce jour, il n'y a même pas, lorsqu'il serait dans l'audience, lorsqu'il serait dans le procès, c'est en ce moment que si les charges sont confirmées à travers l'élément matériel, psychologique, etc., les trois éléments constitutifs d'une infraction, si les trois sont constitués, c'est en ce moment que Bazoum serait derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, il est en résidence surveillée. Les poids lourds de la CEDEAO ont demandé, ont haussé leur ton à ce qui concerne sa libération, mais chose vaine jusqu'à ce jour. Les présidents de la grande métropole qu'est la France, eux aussi, ils ont demandé sa libération. Et c'est toujours chose vaine. Et son fils, qui a à l'âge de 23 ans, il a recouvré sa liberté, pas plus qu'une semaine déjà, sous la diplomatie togolaise, incarnée par le chef de l'État et mandaté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. L'homme de 23 ans, vous pensez que s'il est dans son pays, il serait libre que d'un autre pays étranger? C'est vrai, mais vous oubliez que ce sont des musulmans touaregs. Un musulman touareg à l'âge de 22 ans, 18 ans, il est déjà prêt à tout. Il est déjà prêt à déstabiliser toute une nation. Raison pour laquelle Tiani, qui est un général de guerre, il connaît les techniques de guerre, il connaît les techniques de déstabilisation d'un pays. Il sait que le jeune homme là est aux côtés de son papa à Niamey, libre de ses activités. Il peut toutefois au moins négocier, il peut toutefois collaborer avec d'autres jeunes Touaregs musulmans pour pouvoir sauver son papa. Raison pour laquelle il a été élargi, mais il doit se retrouver dans un autre pays frère. Raison pour laquelle aujourd'hui il se retrouve au Togo avec un autre exilé qui est déjà au Togo, un Burkinabé, le président, ex-président militaire qui est déjà dans nos oui, c'est un peu ça. Donc on ne peut pas le laisser à Vietnam recouvrer sa liberté, aller venir, tout ça là, ça doit être contrôlé. Mais si Tiani pense qu'il ne veut pas le contrôler sur place, au moins c'est un autre président qui détient le manteau à peu près de la diplomatie, qui a suggéré à ses pairs lors de la décision de leur conférence des présidents où ils ont décidé qu'ils vont en finir avec le Niger à travers les armes. C'est seul le président togolais et quelques présidents qui ont dit niet, et ils ont entamé en coulisses des voies diplomatiques et qui a abouti aujourd'hui. Donc, on salue de passage tout ce que... Salem Bazoum plus heureux à Lomé qu'auprès de son père? Si je prends le cas de Karim Wade, personne n'est plus à l'aise en dehors de son territoire, parce que malgré la richesse, la fortune qu'il avait, il n'était pas à l'aise quand Macky Sall avait écarté en l'accusant aussi d'enrichissement sans preuve qu'on soit là. Donc je pense que personne ne souhaite être forcé à vivre en exil, s'il faut le dire ainsi, si les choses doivent être normales dans son pays. Mais dans le cas de Salem, je pense que c'est juste pour montrer une sorte de flexibilité au niveau de Tiani. Parce qu'ils étaient fermés à toute discussion, à toute négociation, à toute levée de actions. Même je pense que rien ne va arriver à Bazoum, étant donné qu'ils sont dans la diplomatie, et malheureusement que ça fasse mal aux gens qui le comprennent aussi. Des fois, la diplomatie fait plus mal que l'autocratie, parce que au nom de la population, au nom de la paix console, on peut même dire de libérer Bazoum sans aucune procédure, et ce qui va faire mal aux gens, parce que si réellement il y a des faits
qui sont reconnus et par rapport à ce qu'on reproche à Bazoum. Il doit répondre de ses actes, et idem pour son fils. Mais ce qu'on sait de nos dirigeants, quand ils viennent, surtout militaires, ils trouvent toutes sortes d'accusations parce que ils cherchent tout pour incrimer la personne. Donc, il peut aussi inventer ou créer des accusations à la compte de la personne. Mais je pense que le Niger même tend vers une pacification de son territoire où ça ne profite à personne que Bazoum aille en prison ou soit tué, mais on doit aussi arriver à ce que pour les bébés gâtés des enfants qui sont les enfants des présidents, s'ils commettent une action indigne qui répond de leurs actes, parce que je ne pense pas que c'est au nom de la CEDEAO aucun enfant de président doit faire des bêtises et après on le sauve sous prétexte que la diplomatie demande cela. Parce que c'est là, il n'a que 23 ans. Les faits dont on l'accuse sont extrêmement graves. Oui. Si à 23 ans, il peut avoir ses idées dans la tête... aujourd'hui... Moi, je ne vais pas encore sur la véracité ou non des faits. Les terroristes que nos présidents ou bien nos militaires, nos généraux qui sont arrivés fraîchement au pouvoir au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, Conakry, ou en passant par le Mali. Et ces présidents, ils combattent qui? Ils combattent des jeunes recrutés dans les rues, dans des mosquées, dans des lieux où ils n'arrivent pas où les dirigeants n'arrivent pas à avoir leurs yeux. Ouais. Donc, ce qui fait que... Salem Bazoum est nanti. C'est ces jeunes qu'on combat, ce sont des gens démunis qui n'ont rien, sont des pauvres. Ici c'est quelqu'un... Étant donné que Salem Bazoum est nanti, sa richesse va profiter rapidement. À 23 ans, on trouve l'argent. Mais c'est ce que nos chefs d'État font. Il y a des le cas de Karim, le cas de Karim Ouadé en témoigne aussi éloquemment. Il y a le cas de Ibeka, son fils qui distribuait partout où il passe 2 billets de banque à la population parce que son papa est au pouvoir, son papa est en train de cumuler des mandats. C'est un peu ça les réalités. C'est un peu ça les réalités africaines. Bien que Ibeka n'a pas cumulé les mandats, mais le gaspillage, la gabégie, le détournement à visage découvert, ça fait que les enfants de ces présidents, de ces ministres, de ces présidents de l'Assemblée, de ces directeurs de société, les directeurs centraux des institutions de la République, leurs enfants, ils vivent dans des opulences accrues, comme s'ils sont dans le 6e continent. C'est un peu ça, c'est ce qu'on combat. C'est ce que les généraux qui arrivent fraîchement au pouvoir combattent. Ça doit cesser, ces pagailles sur les tropiques. Salem Bazoum, l'homme de 23 ans, mais il est l'épicentre, ou bien il est la lumière de son papa et il peut toutefois rapidement rallier ses promotionnaires. C'est un peu ça. Donc, si on ne le met pas dans des cages à quelque part, il peut toutefois rapidement sélectionner des jeunes à son âge pour pouvoir les instrumentaliser. Et après, c'est eux qui déstabilisent rapidement les pays. Ce sont eux qui utilisent des ceintures, les ceintures explosives, des attentats, etc. Tu es en train de prêter attention. Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est lui. Je ne dis pas que ce que je dis est uniquement à notre ami, notre frère, Salem Bazoum. Ce que les faits dont il est reproché, ces faits-là sont assimilables à ce que je dis. Je ne dis pas qu'il est... Permettez, oui, on va avancer parce qu'on a 2 sujets qui restent encore. C'est le Burkina Faso. Le président de la transition renforce les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des civils qui aident l'armée engagée dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, leurs primes et indemnités ont été relevées. C'était une promesse faite par le capitaine Ibrahim Traoré. Principale mesure annoncée, la prime mensuelle des VDP passe de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA.
Ils ont désormais également une assurance maladie contre les accidents corporels, une assurance individuelle contre les accidents corporels entraînant une incapacité totale permanente ou en cas de décès dans le cadre des activités de lutte contre le terrorisme. Eh bien, cette assurance dont le montant pourra s'élever jusqu'à 3 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA. En revanche, les primes mensuelles qui leur étaient accordées pour leurs frais de carburant et de fonctionnement a été supprimée. Les VDP devront désormais compter sur le soutien des populations ou des contributions volontaires. On peut dire ici à Klesso que Ibrahim Traoré essaye d'améliorer les conditions de travail de ces volontaires pour la défense de la patrie. En réalité, il n'a pas amélioré parce qu'on a supprimé des primes et pour ne pas faire de mécontents, on a augmenté de 10 000 francs. 20 000 francs. Et de 20 000 francs, c'est 60 000 cadres, oui, de 20 000 francs, juste pour essayer de les calmer. Parce que, vous voyez, outre un travail que cela leur donne, c'est peu de mourir pour 80 000 francs. Et on a à peu près de l'autre côté que les terroristes aussi ont renchéri. Vous aurez une moto 150 000 consoles là. Vous voyez que les gens seront tentés d'aller de ce côté. Donc, il est important qu'ils fassent ce geste. Maintenant, ce que moi je pense, il serait mieux qu'on officialise ces VDP en soldats automatiquement pour que ce soit des gens qui sont... Alors, je vous retire la parole. Peut-être vous prenez votre eau pour la boire. Marcel Agbessinou, vous pensez que ce relèvement de la prime va permettre donc à ces VDP d'être beaucoup plus engagés dans cette lutte contre le terrorisme aux côtés de l'armée? Ibrahima Traoré, c'est un jeune militaire et il connaît les difficultés du métier. Et il sait comment on recrute les jeunes pour pouvoir semer des désordres dans des États. Il connaît aussi les techniques de guerre et autres. Ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour galvaniser les troupes et pouvoir encourager les civils à adhérer massivement à ce qu'on appelle la mobilisation générale. Si aujourd'hui il a souhaité augmenter la prime qui était à 60 000 francs à 80 000 francs en fin janvier prochain. C'est une bonne chose et une bonne chose pour son pays, une bonne chose pour les familles des jeunes recrutés qui sont majoritairement des civils, une bonne chose pour les jeunes eux-mêmes, pour éviter d'être recrutés par ces terroristes djihadistes qui sèment de la terreur de part et d'autre de notre continent. Ibrahima Traoré, il voulait mettre à nu ses ennemis qui recrutent à cause de portables. On recrute nos concitoyens, nos frères, pour pouvoir les entraîner sur les déserts dans des forêts. Et après, ils reviennent pour déstabiliser et semer la bonne gouvernance. Et ça fait qu'il y a la terreur, il y a la peur partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a trouvé de justesse ce moyen pour encourager les jeunes recrutés qui sont, que je viens de le dire, qui sont des civils, et aussi encourager leurs familles que vous aurez désormais des assurances d'assistance lorsque vos fils seront tombés sous les balles assassines. Je vais vous donner 3 millions de frais d'inhumation et après je vais prendre une partie de l'inhumation qui est à 100 000 francs aussi en compte. C'est une bonne chose de ce jeune président Ibrahima Traoré qui fait un travail remarquable, remarqué. Aujourd'hui, notre continent, une partie de la sous-région est confrontée à une déstabilisation
des institutions à une défiance, voilà, des institutions. Il y a des individus qui sortent de nulle part à Esnilo. Ils viennent maintenant semer de désordre et a tendance de déstabiliser les institutions régulièrement instituées par les lois de la République et le peuple. Ces gens-là, ils sortent de nulle part et qui sont des vulgaires, des rigolos, des badauds. Ils viennent maintenant mettre à nu en difficulté nos États. C'est un peu ça ce que Ibrahim Traoré a vite compris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins corriger le mal? Il faut passer par des petites actions. Ces petites actions, ça touche les primes, augmenter les primes, diminuer certaines, augmenter d'autres, pour pouvoir au moins encourager, galvaniser les jeunes. Donc c'est une bonne chose, mais ce que je suggère encore est que une chose est de galvaniser, d'augmenter les primes de ces volontaires pour la défense de la patrie. Une chose est de contribuer, de collaborer avec les États voisins, les nations voisines, pour pouvoir au moins mettre à nu définitivement le terrorisme. On va rester sur la question des primes. À quel sens vous pensez que mourir pour 80 000 francs, c'est peu? Ce que je dis, c'est peu, étant donné que le Burkina a augmenté son budget au-delà de 3 000 milliards de francs CFA. Ça voudrait dire que ces augmentations, moi je pensais que c'était pour répondre efficacement aux questions de terrorisme. Or, même quand vous avez l'arme la plus sophistiquée, mais que vous n'avez pas les bras pour la tenir, c'est que vous n'avez pas d'arme. Donc moi je pense que on doit faire mieux cela. Pour le moment, ils sont des VDP, mais pourquoi ne pas les transformer automatiquement en des militaires? Le temps là, ils ont eu des expériences, on les transforme en militaires. Là, ils savent qu'ils ont un emploi aussi automatiquement. Ici, c'est que il faut penser après les terroristes aussi. Si demain, le terrorisme finit au Burkina, ils seront qui? Ils seront quoi? Parce que c'est ce que la Libye a connu et ça a déstabilisé toute la Libye. C'est ceux à qui on a donné des armes. Après la mort de Kadhafi, ceux-là sont devenus des éléments incontrôlés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là, je dis que on peut mieux faire. Maintenant, pourquoi ne pas faire un réel salaire? Parce que je suis pas sûr que au Burkina Faso, dans la fonction publique, le salaire soit plafond à 80 000. Donc, c'est colère considéré de façon régressive. Il faudrait que ça on réussisse cela. Sous d'autres cieux, ça aussi peut donner goût aux gens pour traîner le combat contre les djihadistes. Au lieu que cela finisse vite, d'autres peuvent faire de cela un métier. Les business se feront. Plus ça traîne, plus ils auront du métier. C'est pourquoi je parle de cela. Mais le côté mauvais de cela, ça montre également que le président Ibrahim Traoré est en difficulté. C'est pourquoi il fait cette proposition, pour qu'il ne pas connaisse des défections au sein de son équipe. Et il pense qu'en augmentant ça de 20 000 francs leur salaire ou leurs indemnités, les gens là, ils resteront casés. Et là où il a commis le mal, c'est de pouvoir supprimer leurs primes. Et il devait avoir les primes là et ajouter à ces 80 000, je pense que ça devait aller mieux. Sinon, ce n'est pas que je dis que les terroristes sont bons, mais quand on achète toute une moto de 300 000 à 400 000 francs, entre pouvoir de rentrer dans le terrorisme, je pense que c'est plus attrayant que de prendre les 80 000. Donc, il faudrait que le président revoie comment faire pour garder sa troupe et de façon sereine et pense à leur intégration dans l'armée de façon définitive. Est-ce que, quand on regarde aujourd'hui au niveau des VDP, on sait quand même qu'il y a eu de l'engouement là-bas, s'engager pour défendre son pays, est-ce que c'est forcément pour l'argent qu'il faut le faire? Non, c'est une volonté, c'est un amour pour sa patrie. Aimer, si tu aimes vraiment ta patrie et que la patrie est en danger et que les institutions de la République qui sont menacées, et toi qui aimes vraiment ta nation, ton État, tu dois pouvoir au moins aller volontiers pour défendre ta nation. Il ne suffit pas qu'on te
présente, on te propose telle somme contre l'autre avant que tu ne sois adhéré. Donc, ce que moi, je peux vous dire, défendre sa nation relève, c'est quelque chose qui doit être inné à nous. Ça doit être l'amour que nous avons pour nos papas, nos mamans. Comme c'est la même chose qu'on devait avoir pour sa nation. Et mon co-débatteur a étalé tout à l'heure certaines raisons en disant que on devait les colmater, les intégrer dans l'armée loyale, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais on ne peut pas immédiatement les intégrer dans l'armée. Il faut petit à petit, au cas par cas, les intégrer. Si vous intégrez peut-être des individus qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de sens d'humanisme, et vous les intégrez dans l'armée, peut-être c'est eux-mêmes qui vont bouleverser votre armée. Au moins, il faut avancer petit à petit, naïo, clopin, avant de les intégrer au cas par cas, groupe par groupe. Et aussi, vous avez soulevé il a soulevé des points aussi à ne pas négliger. Mais ce qu'il a dit, qu'on va encore laisser certains primes, à ne pas les supprimer et les augmenter, il faut tout se faire par rapport au budget de l'État. Le budget, ce n'est pas forcément la défense seulement qui est prise en compte par le budget. Quand on est en guerre, le budget de la défense est prioritaire. Mais c'est prioritaire, raison pour laquelle il a augmenté les primes là. Et il y a la mobilisation générale, on a recruté les civils. Et ces civils, ce que moi je suggère au gouvernement burkinabé, c'est que les munitions de ces VDP ne soient pas limitées, ne soient pas contrôlées. C'est-à-dire que les munitions, les balles qu'on doit affecter à ces jeunes ne soient pas limitées dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'en face de l'ennemi, qui a ces munitions illimitées, les terroristes ont leurs munitions qui sont illimitées face à l'armée loyale. L'armée loyale, eux, on contrôle leurs munitions. C'est limité dans le temps et dans l'espace. Si vous avez dépassé un quota, c'est comme si vous allez encore revenir dans le camp, ou bien vous allez revenir à la base, on va vous redonner d'autres choses. Alors que le mal, l'adversaire tire sur le terrain. Raison pour laquelle les terroristes là, n'importe où ils passent, ils ne font que des dégâts. Parce qu'ils ont l'armement, ils ont des munitions sophistiqués et des drones aussi, des moyens pour détecter l'adversaire. Donc, une chose est d'augmenter les primes pour les BDP, une chose est de les équiper aussi avec des moyens, des matériels roulants pour pouvoir au moins arriver à temps lorsqu'il y a un danger signalé dans des endroits pour qu'ils soient au fur et à mesure arriver à temps pour au moins neutraliser les risques. Si vous permettez, on va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Donnez-moi 10 secondes là. Oui. Mon collègue a dit quelque chose. En réalité, ces jeunes-là sont allés à cause de l'argent. Machiavel dit que le but de la défense, ce n'est pas mourir pour sa patrie, mais c'est de tuer l'autre pour le sien, pour la sienne. C'est-à-dire que quand tu es là, tu tues l'autre pour qu'il n'arrive pas ton pays. Mais ce n'est pas de mourir bêtement parce qu'on a eu de défense. Sinon, c'est à cause du chômage que les gens là sont allés. Sans le chômage, sans le problème là, ils n'allaient pas. D'ailleurs, je pense que celui qui a tenté de faire coup d'État à Traoré, c'est parce qu'on a tué les membres de sa famille dans son village qu'il s'est rebellé. Donc, il n'avait aucun amour pour la patrie, mais il défendait son intérêt. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour qu'on évolue. D'accord. Le Togo maintenant, on parle de politique. Normalement, avant la fin du premier trimestre, le Togo doit tenir les prochaines élections. Eh bien, ce qu'on sait maintenant, c'est que les deux élections seront couplées. Les législatives pour renouveler le Parlement, dont on ne connaît pas exactement à quel nombre de députés il va être fixé. Il se susurre que le nombre pourrait être relevé. Actuellement, le Parlement togolais compte 91 députés. Et puis les élections régionales, les régionales pour doter donc les régions d'élus et parachever donc le processus de décentralisation.
Il est donc désormais acté que les élections législatives et régionales seront couplées. Et pour tenir compte de cela, eh bien, chaque scrutin aura un bulletin et une urne séparée. Donc on pourrait avoir 2 urnes dans les bureaux de vote. Et pour tenir compte de ces paramètres, les bureaux de vote compteront désormais 350 électeurs au lieu de 500. On aura plus de détails, bien évidemment. Coupler les régionales et les législatives, souci d'économie, pour vous, ça le fait? Arrêtez, je pense que d'abord c'est une stratégie pour fatiguer l'opposition parce que l'opposition n'aura pas l'argent pour aller efficacement à ces 2 élections. Je pense que Jean Kissi l'a dit dans une interview il y a de cela 1 an. Il dit que le CAR n'est pas prêt pour aller à la fois aux élections législatives et régionales. Maintenant, moi je ne sais pas ce qui presse. On peut abandonner ou sursoir aux élections régionales parce que rien ne nous presse pour avoir des gouverneurs, étant donné que les maires même ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc on n'est pas pressé par rapport à cela. Mais je pense que le gouvernement a une manière dure d'asphyxier l'opposition parce que on va aux élections législatives en 2024 et en 2025, législatives régionales, et en 2025, on va aux élections présidentielles. Vous voyez, prenons le cas du problème de caution. C'est-à-dire qu'on va déposer le montant qu'il faut pour les régionales et les législatives. Et en 2025, le président du parti doit trouver peut-être 20 millions, au-delà de 20 millions pour aller. Donc, l'opposition ne peut pas tenir à ce rythme. Donc, ça va laisser encore un boulevard pour unir et je pense que ce n'est pas bien. Maintenant, rien ne prouve aussi que l'élection aura lieu à la fin de ce semaine, même si le gouvernement a essayé de dire que ça aura lieu, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore convoqué le corps électoral. Or, il faut convoquer le corps électoral pour commencer les gymnastiques électorales. Et en plus de cela, quand ils sont allés à la au CPC, je pense, au lieu de parler de fichier électoral, ils ont évoqué l'élargissement ou l'augmentation du nombre de députés à 117. Ouais, donc ça change encore la donne. Et je pense que on est pour le moment dans un fourre-tout où on ne sait pas à quel sens se vouer. Sinon, je me dis que l'opposition a du pain sur la planche vu les tractations mises en place actuellement par le gouvernement. Ils n'ont pas de sommeil et ils ne peuvent pas s'en sortir si le gouvernement ne revient pas de meilleurs sentiments pour créer un cadre vivable pour les élections. Marcel Agbessinou, souci d'économie, stratégie politique, couplage d'élections, ça répond à quel enjeu selon vous? En politique, tout est possible si l'adversaire sait qu'il a le boulevard, il a la mer sur toutes les institutions de la République, il peut l'Assemblée est à sa manette et l'armée. Bon, il n'y a pas un adversaire potentiel. On peut toutefois établir des lois à la taille de la part du lion. Ce que je déplore un peu que de nos jours, le mandat des députés actuels est arrivé à terme depuis le 8 janvier dernier. Et il faut normalement renouveler le Parlement togolais, qui est d'ailleurs 91 députés. Et ces 91 députés sont toujours en fonction et sont eu un coup de grâce à travers l'article 52 de la Constitution togolaise de 1992 révisé en 2019. Donc l'article dit si vous permettez, je vais ramasser ça, que les députés restent en fonction, que ce soit dissolution ou bien en fin de mandat, ils restent en fonction jusqu'à la prise de fonction des nouveaux députés. Ça fait tollé général au sein de la masse et au sein des états généraux des partis politiques. Il y a certains même qui sont allés loin en disant qu'on tend vers un vide juridique. C'est vrai que tous ces arguments sont justifiés et valables, mais ce qui est un peu important de nos jours, il faut souligner que
le problème, la problématique des 117 députés, que chaque commune maintenant devient une circonscription électorale pour... C'est pas encore vraiment acté. Une circonscription électorale pour les députés. C'est un pas acté. Mais selon les indiscrétions, le lundi dernier, le code électoral, il y a 2 articles dans le code électoral qui sont déjà modifiés par la commission en charge. Maintenant, il y a une loi organique qu'on va modifier aussi. La commission est à pied d'œuvre. La commission travaille également d'arrache-pied pour que ces articles soient modifiés et insérés dans la Constitution et pour l'adapter aux réalités de l'heure. La Commission va finaliser ce travail et après on convoquera la plénière et là on va adopter ces 117 députés qui seront une loi pour la République. Mais c'est un peu difficile. Là où le bas blesse, c'est que est-ce que ce n'est pas aussi de budgétivore les ressources du pays, alors que normalement il faut éviter à budgétivore les derniers publics. Les derniers publics, on devait les protéger. Mais les 117 députés, plus les 117 maires qui sont déjà là difficilement, qu'il y a certaines mairies, ils ont des ressources nécessaires pour pouvoir booster les activités de leur zone. C'est un peu compliqué d'y ajouter maintenant les 117 députés. Alors que 117 députés maintenant, si les primes restent à l'état actuel, 1 million pour 117 députés par mois, vous verrez, vous allez faire calcul que ça tend vers 17 millions. La République fait que de gaspiller ses ressources. Bon, d'accord. Ce qui est aussi compliqué dans ce que vous venez de me poser comme question, que le couplage des élections législatives et régionales, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que c'est une technique ou bien... je peux vous dire que le couplage des élections, c'est vrai, c'est bien, c'est une chose que tout le monde souhaite, mais dans des conditions que les ressources ne sont pas disponibles et disposées, c'est un peu compliqué de faire le couplage, de coupler les élections législatives et les élections régionales, d'ailleurs qui constitue un examen pour la première fois. Le Togo n'a jamais connu les élections régionales. Mais un candidat ou bien un parti politique qui a déjà envoyé des listes pour les élections législatives, vous êtes sûr que ce parti politique encore aura des coups de franche ou bien aura des ressources encore disponibles pour pouvoir balancer ces ressources pour les régionales? La liste des régionales aussi, c'est un peu compliqué. Parce qu'on connaît des partis politiques au Togo. Il y a des partis politiques qui se résument en des familles. Le père et la mère, les enfants, c'est fini. Mais ces partis politiques aussi, ils vont oser aveuglement envoyer des listes. Et ils seront limités dans le temps. Ils n'auront pas les listes peut-être pour les régionales. Soit ils auront les listes pour les régionales, mais ils n'auront pas les listes pour les législatives. Et aussi les coûts, les moyens financiers pour pouvoir faire la campagne aussi. Il faut voir que à ce niveau, on peut saluer le couplage. Si je n'ai pas les moyens pour faire la campagne séparée des deux élections, mais si on a couplé avec un petit moyen, je peux faire la campagne. Mais je n'aurai pas les moyens pour les listes. C'est le problème des listes et le problème de caution aussi, ça va poser aussi un grand problème. Donc le gouvernement et l'État et les acteurs politiques, ils vont se retrouver dans une discussion franche que nous appelons les assises nationales. Depuis on a le cadre permanent de concertation. Mais ce cadre, il y a... Je vais donner la parole à Cléso Issa également. Donc ici, on a clairement une stratégie politique derrière. C'est pas anodin. C'est ce que je dis. Vous voyez, si on se dit par exemple qu'il faut aller
aux élections couplées. D'abord, la proposition, comment ils le font, c'est pas comme ça. Sur le même bulletin, on peut voter les deux là facilement, sans dire il suffit qu'on mentionne régional et on mentionne législatif. Donc, la personne vote, quand on ne vote pas, ça devient nul. Et ou quand la personne peut annuler également. Donc, il faudrait que tout ça là soit sur le même bulletin. Mais tout ce qui crée, d'abord, c'est des dépenses, ça va faire. Et ensuite de cela, c'est juste pour faire encore grincer les dents au niveau de la population. Moi, je pense que l'opposition n'a qu'à faire de meilleures négociations pour que, s'il le faut, que le gouvernement suive à cela, parce que ça ne profite à rien qu'on ait des gouverneurs 100% unis ou à 90% unis. Ça ne donne pas un bon signe, parce qu'il faudrait des quelques oppositions qui permettraient à ce que les décisions ne soient pas totalement teintées d'unir et les changements viendront. Et je pense également que cette manière de faire, c'est une volonté aussi de montrer à l'opposition qu'elle n'a pas les cartes en main. D'ailleurs, le CPC là n'est pas un cadre institutionnel, donc les discussions ne doivent pas forcément avoir lieu au CPC. On peut avoir les discussions où le président et les présidents des partis politiques se retrouvent. Ouais, au niveau du CPC, il n'y a qu'un ministre qui vient représenter le président, et ce n'est pas les discussions vraiment fortes. Il faudrait que les présidents des partis politiques rencontrent le président pour discuter vraiment. Au lieu qu'on aille faire le rapport au président, le président va donner des consignes. Il faudrait qu'il rencontre directement le président pour dire ouais, nous demandons ça, nous plaidons, nous faisons le plaidoyer pour avoir ça, et que ça aille ainsi. Je pense également que cette fois, si plusieurs s'est dit que le district autonome de Lomé concernant les régions ne va pas voter. On va seulement, le président va nommer une partie et les mairies vont envoyer une partie. Vous voyez que c'est comme si on a peur que le Grand Lomé, le district autonome de Lomé bascule au niveau de l'opposition. Donc pour prémunir cela, le président nomme ceux qu'ils veulent, et les mairies qui sont en connotation majoritairement unies aussi vont envoyer les gens qu'ils veulent. Donc unis aura forcément majorité au niveau de district autonome de Lomé, et ça aussi ça fragilise l'opposition. Je pense que est-ce que finalement l'opposition a cette lecture des choses, parce que elle sait que déjà on a des partis qui ont beaucoup de difficultés à aligner des candidats pour les législatives. Dans une élection couplée, ça va être la croix et la bannière. Il va y avoir également embarras de choix. Est-ce que je me positionne législatif, je me positionne régional? Finalement, on est en train de vouloir totalement tuer cette opposition, ce qui reste d'elle. Oui, je pense que d'abord, c'est là où l'important de cette émission que tu fais ou que nous faisons. L'opposition, cette émission permet de réveiller l'opposition sur ce qu'elle ne voit pas. Parce que l'élection couplée n'apporte rien de bon à l'opposition. C'est l'opposition qui sortira affaiblie et désengandée. Donc, je pense que c'est le lieu de faire de bonnes négociations avec le pouvoir pour dire faisons ceci, parce que tout ce qui se propose au niveau de CPC pour le moment, ce n'est pas. On avait parlé des fichiers électoraux, mais quand ils sont allés au CPC, ils n'ont pas parlé de fichiers électoraux. D'ailleurs, chose étonnante, c'est c'est le CAR qui a proposé les 117 députés. Ouais. Or, le CAR version datée n'a pas les moyens d'aller à ces élections, mais c'est lui qui propose les 117 députés. Et le gouvernement s'est approprié de ça automatiquement. Ils ont amené ça au conseil de ministres en même temps. Ça veut dire que le gouvernement trouve une aubaine dedans pour encore asphyxier l'opposition. Donc, c'est là où je dis que l'opposition se réveille pour aller faire de vraies négociations avec le président de la République qui demande audience pour dire voilà, au lieu de rester comme Mme Adrao qui dit nous exigeons, puisqu'elle ne peut rien exiger, on n'exige pas les choses, on fait des plaidoyers, pour demander à ce que l'État adoucisse les choses, ou Jean-Pierre Fabre qui dit que tout est caduque. Il faudrait qu'il demande à rencontrer le président de façon diplomatique et professionnelle pour que les vraies décisions se fassent et que le président donne au moins une marge à l'opposition de s'en sortir. On est pratiquement en train d'arriver donc à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci Marcel Agbessino d'être passé. C'est avec plaisir et je vous remercie et je souhaite que le meilleur gagne et que le fair play soit de mise dans la compétition, dans la messe continentale qui s'ouvre tout à l'heure à 20h au niveau de la Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne et que toutes les équipes sortent indemnes. Aklesson, merci également d'être passé. Merci Samuel. Moi, mon souhait, c'est qu'un pays de la CEDEAO remporte la CAN.
Le Sénégal l'a déjà remporté l'édition dernière, donc elle peut rééditer l'espoir. L'Égypte en a remporté 2 fois, le Ghana aussi. Donc peut-être c'est le tour du Sénégal aussi. Pour, le Sénégal avait remporté? Non, successivement. Ok. D'accord. Moi, je vous promets que je ne suis pas un très grand fan de football. Je le regarde occasionnellement. Donc je ne perdrai pas beaucoup de temps à regarder les matchs. Mais bonne chance à toutes les équipes engagées. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.